Bienvenue dans Conversations inspirantes. Aujourd'hui, nous entrons dans un texte majeur de la pensée contemporaine, Les subalternes peuvent-elles parler de Gayatri Chakravorty Spivak. Dans cet épisode, nous allons discuter de la parole et du silence, du rôle des intellectuels, de la représentation et de cette question essentielle, pourquoi certaines voix existent mais ne sont jamais vraiment entendues. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une question qui a l'air toute simple, mais qui est en réalité un véritable labyrinthe intellectuel. Les subalternes peuvent-ils parler? Bonjour. Oui, c'est le titre d'un essai de 1988 de Gayatri Chakravorty Spivak, un texte qui a fait l'effet d'une bombe. Et qui est célèbre pour être aussi brillant que, disons, difficile d'accès. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne pose pas juste une question, il dynamite nos certitudes sur ce que ça veut dire parler, être entendu et surtout représenter quelqu'un. Notre mission aujourd'hui, ça va être de débroussailler un peu tout ça, d'en extraire l'essentiel pour que ce soit percutant. Exactement. Alors, qui sont ces fameux subalternes? Pourquoi la réponse n'est ni un simple oui ni un simple non? C'est parti, on y va. Allons-y. Bon, commençons par la base. Ce mot « subalterne », ça sonne un peu technique. J'imagine que ce n'est pas juste une autre façon de dire « opprimé » ou « pauvre ». Non, absolument pas. Et la nuance, elle est cruciale. Spivak emprunte ce terme au penseur marxiste Antonio Gramsci. D'accord. Pour elle, le subalterne n'est pas seulement dominé dans une structure de pouvoir. C'est quelqu'un qui se trouve complètement en dehors de cette structure. En dehors, c'est-à-dire? Pensez à des groupes qui n'ont en fait aucun accès au levier du pouvoir ou de la mobilité sociale. Des paysannes sans terre dans l'Inde coloniale, des communautés tribales isolées. Des gens qui sont en marge de la marge, en quelque sorte. C'est un peu ça. Il ne s'agit pas de gens dont la voix est simplement ignorée. C'est plus profond. Leur expression n'est même pas reconnue comme un discours légitime. Leur parole, si vous voulez, n'entre pas dans le système. Donc, ce n'est pas une question de ne pas avoir de micro. C'est comme si le son qu'on émet n'était même pas reconnu comme une langue. C'est une excellente analogie. Le subalterne est structurellement réduit au silence, parce que les canaux par lesquels on se fait entendre, l'éducation, la loi, la politique, lui sont totalement inaccessibles. D'accord, je crois que le décor est planté. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment surprenant. Pour analyser ce silence, Spivak ne commence pas par critiquer les oppresseurs évidents. Non, et c'est un geste théorique très, très audacieux. Elle s'attaque à deux géants de la pensée française de l'époque, Foucault et Gilles Deleuze. Ah oui, quand même, on s'attendrait plutôt à ce qu'elle s'appuie sur eux. Ils étaient vus comme des alliés des opprimés, non? Tout à fait. Il faut se remettre dans le contexte des années 70. Foucault et Deleuze sont des figures majeures de la gauche intellectuelle. Ils défendent les prisonniers, les fous, toutes les marges. Quelle était leur position, juste pour qu'elle la critique? Dans une fameuse conversation, ils développent une idée qui semble très progressiste. Ils disent, en substance, les masses, les opprimés, savent très bien ce qu'ils vivent. Et n'ont pas besoin qu'on parle à leur place. Exactement. Le rôle de l'intellectuel n'est plus d'être la conscience du peuple, mais juste de créer des plateformes, de se faire relais et non représentant. Ce qui, à première vue, semble une position d'humilité. On se met en retrait. Où est le problème, selon Spivak? Pour elle, c'est une dangereuse illusion. Elle dit que lorsque l'intellectuel occidental prétend être transparent, un simple canal, il s'aveugle sur sa propre position. En position de pouvoir. Précisément, il est inséré dans un système universitaire, éditorial, et surtout dans une division internationale du travail où, disons-le, certains produisent la théorie et d'autres sont les objets de cette théorie. Je vois. Donc en disant « je ne fais que passer le micro », il cache tout ce qui lui a permis d'avoir le micro et de décider à qui le passer. C'est ça. En se rendant invisible, il rend son pouvoir encore plus efficace. C'est un tour de passe-passe. Et il y a un autre problème, je crois. Oui, cette posture suppose qu'il existe un sujet opprimé unifié, pur, qui n'attendrait qu'une occasion pour s'exprimer, d'une seule voix. Pour Spivak, c'est une simplification romantique qui efface toute la complexité, toutes les contradictions de ces groupes. Ce qui nous amène au cœur du problème, qui tourne autour du mot « représentation ». Oui, et pour le démontrer, elle fait un détour brillant par Karl Marx et la langue allemande. Ah, pourquoi l'allemand? Parce que l'allemand a l'avantage d'utiliser deux mots différents là où le français comme l'anglais n'en a qu'un. D'un côté, il y a Vertreten. Vertreten. C'est la représentation au sens politique. Un délégué, un avocat qui parle au nom d'eux, qui agit pour quelqu'un. D'accord. Une délégation de pouvoir.
Et de l'autre? De l'autre, il y a Darstellen. C'est la représentation au sens artistique, philosophique. Mettre en scène, décrire, peindre un portrait. Une figuration. Ah, c'est une distinction fondamentale. Vertreten, la politique, Darstellen, le portrait, c'est un vrai piège de la langue en fait. Exactement. Et le problème de Foucault et Deleuze, selon elle, c'est qu'en disant « il n'y a plus de représentation », ils fusionnent les deux sens. Ils pensent que parce que les gens peuvent se décrire eux-mêmes, Darstellen, Ils n'ont plus besoin de représentation politique, Vertreten. Et Spivak utilise Marx pour leur montrer que ce n'est pas si simple. dans le 18 Brumarière, c'est ça? Oui, elle analyse ce passage célèbre où Marx décrit les paysans parcellaires français du XIXe siècle. Ils sont des millions, mais ils vivent isolés, comme des pommes de terre dans un sac. Une image très parlante. Et donc, dit Marx, ils ne forment pas une classe consciente. Par conséquent, ils ne peuvent pas se représenter, Vertreten eux-mêmes. Ils doivent être représentés. Ils ont besoin d'une figure extérieure, Louis-Napoléon, pour les représenter politiquement. Justement parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. La représentation est donc une substitution, pas une simple expression. Voilà. Et ignorer cette complexité, c'est faire comme si le sujet politique existait déjà, tout près. C'est occulter les mécanismes de pouvoir qui empêchent la constitution même d'un tel sujet. C'est très clair. On a vu le piège de la représentation, mais Spivak forge un autre concept, peut-être encore plus troublant. La violence épistémique. Oui, c'est une idée absolument centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une violence qui s'exerce avec le savoir. C'est exactement ça. C'est la violence qui s'exerce non pas par la force, mais en imposant une manière de connaître le monde et en invalidant toutes les autres. L'exemple qu'elle développe est la codification de la loi hindoue par les Britanniques. Comment ça fonctionnait avant eux? C'était un système incroyablement souple, presque un jazz juridique. Il reposait sur la révélation, la tradition, les commentaires des savants et surtout les coutumes locales. Rien n'était figé dans un code. Et les Britanniques arrivent et ils veulent mettre de l'ordre là-dedans, j'imagine. Pour gouverner efficacement, ils ont besoin d'un système légal prévisible, unifié. Ils vont donc traduire et codifier la loi hindoue. Mais en faisant ça, ils sélectionnent certains textes, en ignorent d'autres. Ils fichent des interprétations. Ils transforment ce système vivant en un code rigide à leur image. C'est une simplification extrême. C'est comme si on arrivait dans une bibliothèque où les livres sont classés d'une manière qui a du sens pour les gens qui l'utilisent, et on décidait de tout reclasser selon la classification du oui en disant que c'est la seule logique valable. C'est une analogie parfaite. La violence, c'est ça. Redéfinir la réalité de l'autre avec ses propres catégories et par là effacer sa subjectivité. Le savoir colonial se présente comme objectif, supérieur, et il disqualifie le savoir indigène. C'est une forme de silenciation extrêmement profonde, en fait. C'est ça. Alors, après tout ce parcours, on peut enfin revenir à la question de départ. Après avoir tout déconstruit, quelle est la réponse de Spivak? Les subalternes peuvent-eux parler? La réponse, aussi dérangeante soit-elle, est un non. Mais un non très très nuancé. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont muettes. Non, bien sûr que non. Elles parlent, elles crient, elles se révoltent, mais la structure est telle que leur parole ne peut pas être entendue comme un discours sensé et légitime. L'acte de parole n'est pas complété. Il n'a pas d'effet dans la sphère du pouvoir. Voilà. Le système n'est tout simplement pas conçu pour le recevoir. La parole tombe dans le vide, parce qu'il n'y a pas de récepteur calibré pour la comprendre. Et Spivak ajoute une couche de complexité en insistant sur la différence de situation entre les hommes et les femmes. Oui, et c'est un point absolument fondamental. Elle affirme que si le sujet subalterne masculin est effacé par le projet colonial, la femme subalterne, elle, est doublement effacée. Doublement. Elle est à l'intersection de deux systèmes d'oppression, l'impérialisme d'un côté et le patriarcat de sa propre société de l'autre. Donc même au sein des luttes anticoloniales, elle reste invisible. Très souvent, oui, les récits de révolte sont presque toujours centrés sur des figures masculines. La conscience politique des femmes est soit ignorée, soit interprétée à travers le prisme des hommes. Elle est réduite au silence par l'ennemi extérieur et par ses frères de l'intérieur. Cet essai a plus de 30 ans. Est-ce que cette figure existe encore aujourd'hui? Spivak dirait que oui, absolument. D'ailleurs, elle fait elle-même le lien avec la mondialisation. Pour elle, la figure contemporaine de la subalterne, par excellence, c'est la femme ouvrière dans une usine de sous-traitance textile au Bangladesh, par exemple. Pourquoi elle en particulier?
Parce qu'elle est dans un angle mort structurel. D'un côté, elle est exploitée par le capitalisme mondial, mais elle est coupée de l'idéologie des pays où les vêtements sont vendus, Je vois. les structures patriarcales locales. Elle est donc invisible à la fois pour le discours féministe occidental, souvent bourgeois, et pour les luttes syndicales locales, souvent menées par des hommes. Donc il n'existe littéralement aucun langage politique ou social capable d'accueillir la totalité de son expérience. Elle est hors champ de tous les grands récits. C'est exactement ça, elle est dans l'ombre du discours de classe et dans l'ombre du discours de genre. C'est le silence à la puissance 2. Ce qu'on retient de cette exploration, finalement, c'est que la question de la voix est infiniment plus complexe qu'on l'imagine. Il ne suffit pas de donner la parole. Non, le vrai enjeu, c'est de questionner les structures qui décident de ce qui est audible et de ce qui est considéré comme un simple bruit. L'analyse de Spivak nous laisse face à un dilemme éthique, politique, qui donne le vertige. Oui. D'un côté, parler pour les autres, faire traitaine est toujours une forme de violence. C'est imposer un cadre, une traduction. Mais de l'autre, refuser de les représenter, de décrire leur situation, darstellen, c'est condamner à l'invisibilité. Il n'y a pas de position confortable, en fait. Aucune. Pas d'innocence possible. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question en suspens. Si toute tentative de représentation risque de trahir ou d'effacer celui ou celle qu'on cherche à faire entendre, quelle est la véritable responsabilité éthique de ceux qui, comme nous ici et maintenant, ont le privilège de produire du discours ? Et pour que ça ne reste pas une discussion purement théorique, on va s'ancrer dans un exemple historique qu'elle utilise et qui est d'une puissance assez rare. L'abolition d'un rite hindou, le sati, par les colons britanniques en Inde. À première vue, ça semble être une histoire simple, non ? Les gentils, civilisés qui mettent fin à une pratique jugée barbare. Mais Spivak va nous montrer que sous cette surface se cache une violence bien plus insidieuse. Alors pour commencer, il faut planter le décor. Spivak met en scène un duel de géants de la pensée française, Michel Foucault et Jacques Derrida. On a souvent cette image un peu classique de Foucault comme le penseur du concret, du pouvoir qu'on peut toucher du doigt dans les prisons ou les asiles, et Derrida comme un philosophe du langage beaucoup plus abstrait, presque déconnecté. Mais Spivak, elle, va nous dire « Attention, ce n'est pas si simple ». C'est exactement ça. Elle retourne complètement cette image d'Épinal. Elle admire le travail de Foucault, bien sûr, mais elle soutient que son analyse du pouvoir, aussi géniale soit-elle, reste profondément eurocentrée. Quand il étudie la clinique, l'asile, la prison en Europe, il crée ce qu'elle appelle des allégories écrans. Des allégories écrans, c'est-à-dire ? C'est l'idée que ces analyses, même si elles sont justes, fonctionnent comme des modèles réduits qui finissent par cacher une réalité beaucoup plus large. Laquelle ? Celle de l'impérialisme. En fait, en se focalisant sur le pouvoir à l'intérieur de l'Europe, il occulte la manière dont l'Europe a construit sa richesse et son pouvoir sur le dos du reste du monde. Donc, si je comprends bien, pour Spivak, quand Foucault analyse une prison à Paris, il fait un travail essentiel, mais il oublie de se demander comment les richesses issues de l'Empire ont permis de construire cette prison et même la société qui l'entoure. C'est un peu ça l'idée ? C'est précisément le cœur de sa critique. Elle dit que l'Occident lui-même a été, et là je la cite, produit par le projet impérialiste. L'ignorer même en étant un critique radical du pouvoir, c'est passer à côté de l'essentiel. Et c'est là que, paradoxalement, Derrida devient plus utile pour elle. C'est surprenant parce qu'on l'imagine souvent comme étant encore plus coupé des réalités politiques. Et pourtant, Spivak s'appuie sur son analyse de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Derrida montre par exemple comment l'Europe a construit sa propre identité et son histoire de l'écriture en se définissant toujours par opposition à un autre. Il parle du préjugé chinois ou du préjugé hiéroglyphique. L'écriture de l'autre est vue soit comme primitive, soit comme un idéal inaccessible, mais dans tous les cas, elle sert à renforcer un nous européen. La grande force de Derrida, selon Spivak, c'est qu'il est toujours conscient des limites de sa propre position d'intellectuel occidental. Contrairement à Foucault ? Disons qu'elle reproche à Foucault et à un autre philosophe, Deleuze, une certaine naïveté quand ils affirment vouloir laisser les opprimés parler pour eux-mêmes. Ce geste, qui a l'air si généreux... Oui, on a envie d'y croire. Bien sûr. Mais en fait, ça peut être une manière de se rendre invisible, de ne pas questionner son propre pouvoir en tant qu'intellectuel qui choisit qui peut parler. Derrida, lui, est beaucoup plus prudent. Il met en garde contre cette tendance à reconnaître l'autre en le ramenant à des catégories qu'on maîtrise déjà. Il appelle ça une assimilation. D'accord, le cadre théorique est posé. C'est dense.
Mais je crois que c'est avec son exemple historique que tout s'éclaire. Elle forge une phrase qui est devenue culte depuis. Des hommes blancs sauvent des femmes de couleur d'hommes de couleur. Oui, et cette phrase est une clé de lecture géniale. Pour elle, elle résume à la perfection le discours autour de l'abolition du sati par les Britanniques en Inde en 1829. Le sati, pour rappel, c'est ce rite où une veuve s'immole sur le bûcher funéraire de son mari. Et cette phrase, elle expose un conflit entre deux discours, deux histoires qui s'affrontent. Exactement. D'un côté, on a le récit impérialiste britannique. Pour eux, l'abolition est une pure mission civilisatrice. Leur slogan, c'est « Nous allons établir une bonne société en protégeant ces pauvres femmes indiennes de la barbarie de leurs propres hommes. » Donc dans ce récit, la femme est une victime passive qui a besoin d'être sauvée. Voilà. Et en face, on a le contre-récit, celui des nationalistes indiens. Et qu'est-ce qu'il dit, ce contre-récit? Lui, c'est une défense de la tradition, souvent teintée de nostalgie, qui peut se résumer par la formule « mais la femme voulait vraiment mourir ». Ici, son acte n'est plus une barbarie, mais l'expression de son libre choix, la preuve ultime de sa pureté et de son amour. Elle devient une héroïne. Mais on pourrait argumenter que cette vision nationaliste, même si elle est problématique, est au moins une tentative de lui redonner du pouvoir d'agir, ce qu'on appelle de l'agentivité. Ce n'est pas un peu mieux que de la voir uniquement comme une victime passive? C'est une excellente question, et c'est justement là que l'analyse de Spivak est si fine. Elle montre que les deux récits, en fait, lui volent sa subjectivité de la même manière. Ah oui, comment? Qu'elle soit une victime à sauver ou une héroïne qui choisit de mourir, sa voix, sa conscience, ses motivations complexes, tout ça est totalement absent. Elle est l'objet d'un débat féroce entre le patriarcat colonial britannique et le patriarcat nationaliste indien, mais elle n'est jamais le sujet de son propre discours. Elle est prise en étau. C'est une page blanche sur laquelle deux groupes d'hommes écrivent leur propre histoire. C'est tout à fait ça. Et pour le prouver, Spivak ne s'arrête pas là. Elle plonge carrément dans les textes sacrés hindous. D'accord. Oui, elle va voir dans des textes comme le Dharma Shastra ou le Rig Veda pour montrer que ce sacrifice de la veuve est une construction idéologique très complexe et même une exception. Le suicide, en général, est interdit dans l'hindouisme. Il n'est autorisé que dans des cas très spécifiques, pour un sage qui a atteint la connaissance ultime, par exemple. L'immolation de la veuve est donc une exception unique réservée à la femme. Et c'est un paradoxe, j'imagine. Un paradoxe fascinant. Cet acte lui permet, en apparence, d'exercer un libre choix suprême. Mais ce choix ne fait que confirmer que son identité est entièrement définie par son mari. Sa plus grande action possible, c'est de s'anéantir au moment où son mari disparaît. Et puis, Spivak déterre un détail textuel absolument incroyable. Lequel? Elle montre que l'une des justifications écrites pour le sati repose sur une erreur de lecture, une faute de copie, vieille de plusieurs siècles, d'un verset du Rig Veda. Une tradition a lu « agné » qui signifie « au feu », au lieu du mot original « agré » qui signifie « d'abord ». Attendez, une minute. Ça veut dire que l'une des justifications textuelles d'un rite aussi violent reposerait sur une simple faute de lecture? C'est presque difficile à croire. C'est pourtant ce que son analyse philologique démontre. Un verset qui parlait à l'origine des épouses aux maris bien vivants, leur demandant de s'avancer d'abord, agré, a été transformé en une injonction à monter sur le bûcher pour s'adresser au feu, agné. Une seule lettre change tout. Une seule lettre change tout le sens et sert de caution à une pratique mortelle. C'est vertigineux. Et je crois qu'elle va encore plus loin au niveau des mots eux-mêmes. Il y a une histoire fascinante avec le mot sati lui-même, non? Absolument. C'est un autre point central de son analyse. Le mot sanskrit « sa » est un terme philosophique très puissant. Il signifie l'être, le vrai, le bien. C'est une essence universelle qui transcende le genre. Mais sa forme grammaticale féminine, sati, ne signifie plus que « bonne épouse ». La chute est brutale. On passe de l'être universel à la bonne épouse. C'est une réduction radicale. L'homme peut incarner l'être dans sa dimension la plus abstraite et la plus haute. La femme, elle, est ramenée au domestique, au marital. Son essence, c'est d'être une bonne épouse. Et l'ironie ultime, comme le souligne Spivak, c'est que le mot suté, celui que les Anglais ont popularisé dans le monde entier pour désigner le rite, est une erreur. Encore une erreur? Oui, une erreur grammaticale cette fois. Le rite, en sanskrit, était le sati, le fait de brûler, la sati, la bonne épouse. En appelant le rite lui-même suté, les Anglais ont figé l'identité de la femme à cet acte d'immolation. Ils ont créé une catégorie qui servait parfaitement leur propre récit de sauveur en enfermant la femme dans ce mot.
L'analyse du Satie est déjà incroyablement puissante pour montrer comment cette femme est réduite au silence. Mais Spivak ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Elle termine avec une histoire beaucoup plus moderne, presque un cas d'école pour tester sa propre théorie. Oui, et c'est peut-être la partie la plus poignante de son essai. Elle raconte l'histoire vraie et personnelle d'une jeune femme nommée Bhuvaneswari Badouri, qui s'est suicidée à Calcutta en 1926. Et au départ, personne ne comprenait pourquoi. Exactement. Son suicide était un mystère. Il a fallu attendre des années pour découvrir, via la correspondance de sa sœur, qu'elle était membre d'un groupe de lutte armée pour l'indépendance de l'Inde. Le groupe lui avait confié la mission de commettre un assassinat politique. Mais, incapable de le faire, et sachant qu'elle serait un maillon faible si elle était capturée, elle a choisi de se tuer. C'est la manière dont elle le fait qui est cruciale pour l'argument de Spivak, je crois. C'est le point décisif. Elle était parfaitement consciente que dans la société bengaï de l'époque, le suicide d'une jeune femme célibataire était automatiquement interprété d'une seule façon. Une histoire d'amour illicite qui a mal tourné. Probablement une grossesse non désirée. C'était le récit social dominant, le texte tout prêt. Voilà. Elle a donc essayé de déjouer ce récit. Elle a tenté quelque chose d'extraordinaire. Pour prouver que sa mort n'était pas liée à une grossesse. Pour contrer cette interprétation, elle a délibérément attendu le début de ses règles pour se pendre. C'était une tentative incroyablement consciente de réécrire le sens de sa propre mort. Elle utilise son corps, sa physiologie, comme un message. Exactement. Elle utilise son corps comme un texte pour essayer de déplacer le sens de son geste. Elle voulait le soustraire à la narration de la passion amoureuse pour l'inscrire dans le registre de l'acte politique, de la résistance. C'était sa tentative la plus désespérée de parler, de laisser une trace qui ne soit pas celle que la société lui avait assignée d'avance. Et le résultat de cette tentative? L'échec, j'imagine. L'échec, le plus total. Son message a été complètement perdu, intercepté. Spivak raconte que des décennies plus tard, quand elle a posé la question, même sa propre famille, ses nièces qui l'admiraient, racontaient encore avec un mélange de honte et de romantisme que la cause de son suicide était une histoire d'amour illicite. Le récit dominant a tout écrasé. C'est terrible. C'est la démonstration la plus poignante et la plus implacable de sa thèse. Même avec l'intention la plus claire, même en utilisant son propre corps comme une arme sémiotique, la subalterne ne peut pas parler. Son message est réinterprété, absorbé et finalement effacé par les discours hégémoniques, qu'ils soient patriarcaux, coloniaux ou même, et c'est ça le plus troublant, familiaux. Sa tentative de s'inscrire dans l'histoire est réduite à une anecdote tragique et banale. C'est une analyse exigeante, c'est certain, mais la conclusion est d'une puissance rare. On entend si souvent qu'il faut donner la parole aux gens. Mais ce que Spivak nous montre, c'est que la vraie question n'est pas là. La question, c'est est-ce que les structures de pouvoir, nos cadres de pensée, sont seulement capables d'entendre? La représentation, le fait de parler pour les autres, n'est jamais un acte neutre ou innocent. Absolument. Et il faut bien comprendre que son argument n'est pas un appel au cynisme ou à ne plus rien faire. C'est une mise en garde extraordinairement rigoureuse. Elle nous demande de questionner en permanence notre propre position, nos propres privilèges, quand on cherche à comprendre ou à représenter ceux qui sont en marge. Le travail n'est pas, comme elle le dit, de laisser parler la subalterne, comme si c'était un geste simple et magique qui résoudrait tout. Alors quel est le véritable travail à faire, selon elle? Le véritable travail politique et intellectuel, c'est de lutter contre les conditions structurelles qui produisent la subalternité. C'est de déconstruire les systèmes qui font que certaines paroles sont audibles et d'autres ne le sont pas. C'est un travail beaucoup plus long et beaucoup moins gratifiant que le simple fait de donner un micro. Ce qui nous laisse avec une pensée à méditer. Une question qui reste grande ouverte. Si toute tentative de faire parler l'autre, même avec les meilleures intentions du monde, risque de le trahir ou de le réduire à nouveau au silence, comment on agit? Comment construire une solidarité ou même simplement mener une analyse critique sans répéter cette violence subtile de la connaissance, cette violence épistémique qui consiste à plaquer nos propres catégories et nos propres récits sur des réalités qu'on ne peut peut-être jamais vraiment comprendre?